Notre deuxième partie de journée va être consacrée à la question de l'innovation. Qu'est-ce que l'innovation peut pour ce bien-être en élevage, qui est la thématique de notre journée. On va commencer par une table ronde là, qui réunit un certain nombre de représentants de ce qui se fait dans l'innovation pratique, hein, l'innovation qui trouve son terrain en matière de bien-être en élevage. Nous aurons ensuite une intervention sur cette chose qu'on appelle l'intelligence artificielle. Et puis enfin, voilà, de brillants étudiants viendront concourir pour nous présenter le fruit de leur recherche. Voilà, en fin d'après-midi, juste, donc la promesse c'est de finir à 16h30. Il vous sera proposé, pour ceux qui le souhaitent, d'aller visiter ce lieu mythique de l'intelligence qu'est la bibliothèque de l'Institut Agro. Voilà, ce sera une visite guidée privilégiée pour chacun d'entre nous. Je vais laisser la parole à mon collègue Stéphane Saillet, qui est directeur innovation au sein du groupe Innoval. Merci Martial. Bonjour à toutes et à tous. Donc, très heureux d'animer cette table ronde qui a pour titre l'innovation ou comment l'innovation peut-elle contribuer à l'amélioration du bien-être animal. Donc notre objectif avec mes 5 collègues, je dirais, est de vous faire part de 5 innovations qui sont soit en cours de développement ou qui arrivent sur le marché, et 5 innovations qui, par leur spécificité, répondent à des problématiques autour du bien-être animal en élevage. Donc on aura l'occasion de vous présenter ces cinq innovations. On a essayé de balayer l'ensemble des espèces, donc on va parler porc, volaille, bovin lait, et puis aussi des interventions, je dirais, multi-espèces pour certaines innovations. Donc voilà, on va commencer par faire un petit tour de table des présentations, et je vais laisser la parole à Xavier en lui demandant de se présenter, peut-être en quelques mots son entreprise, et aussi l'idée principale qu'on doit retenir de son innovation. Ok, bonjour, vous m'entendez ? Je ne sais pas si le micro marche par contre. C'est bon là ? Ouais. Donc Xavier Lostis, donc je suis responsable innovation chez Adventiel, donc une entreprise de services numériques qui est spécialisée dans le développement de solutions sur mesure pour les entreprises des filières agri-agro. Et donc dans le cadre de l'innovation, on a voulu mettre en avant aujourd'hui une thématique sur laquelle on travaille depuis un petit moment, qui est le monitoring sonore. Donc pour recontextualiser pourquoi on est arrivé à travailler là-dessus, du coup, dans le cadre de notre fonction en fait, de prestataire informatique, on travaille pas mal dans le cadre de l'innovation sur des thématiques qui peuvent répondre à des enjeux de filière, qu'on parle finalement d'environnement, d'attente de consommateurs, donc le bien-être animal en fait partie, ou le bien-être de l'éleveur. Et donc on teste des verticales technologiques, des innovations qui peuvent contribuer à travailler sur l'acquisition automatique de données sur le terrain, mais aussi sur la valorisation des données, donc via notamment une activité autour de l'utilisation de l'intelligence artificielle qui peut être utilisée soit dans la partie captation de données, hein, qu'on parle de données issues de vidéos, d'images ou de sons du coup. Et donc on avait travaillé pas mal sur la vidéo et on a commencé à tester l'usage du son, sachant que la vidéo, on sait que c'est très intéressant mais assez consommateur en termes de volume de données à traiter. Et donc on a testé ces innovations via l'intégration de ce concept-là dans notre stratégie et le mécanisme en fait qui alimente un peu notre stratégie d'innovation s'appuie sur un concours d'innovation interne qu'on fait chez Adventiel, sachant que chez nous on est 170 avec beaucoup d'informaticiens évidemment, mais pas mal d'ingés agri-agro et dont certains viennent de l'Institut Agro. Et en l'occurrence, ce sujet sur le monitoring sonore vient d'une ingé qui vient de l'Institut Agro, Victoria qui est là. Et donc l'idée c'est de vous présenter l'opportunité d'utiliser ce canal qui est un peu plus frugal que la vidéo pour faire du monitoring en élevage. Merci Xavier. Donc tu auras l'occasion tout à l'heure de nous présenter un peu plus en détail ta solution. Je vais à présent passer la parole à Yann du groupe Grimaud. Et donc Yann, je te laisse te présenter.
Bonjour, Yann Lepotier, directeur général de la société Grimaud Frères, une filiale du groupe Grimaud, qui est active sur la sélection génétique et la reproduction, distribution de canetons commerciaux, donc sur les espèces canards, oies, pintades, pigeons. Et moi, je vais vous parler de sexage dans l'œuf pour ne faire naître que des animaux commercialisables. Voilà. Merci pour le teasing. Donc, on attend avec impatience la présentation. À présent, Valérie de l'IFIP. Oui, bonjour à tous. Merci d'être revenus cet après-midi. Moi, je travaille à l'IFIP, Institut du Porc, donc comme ma collègue Christine Roguet que vous avez entendue ce matin, et je m'occupe en fait des questions de bien-être animal au niveau de l'élevage. Donc la problématique en fait qui nous occupe actuellement, sur laquelle on va développer un OAD, c'est ce dont on a parlé ce matin, à savoir que quand on va vers plus de bien-être, quand on demande aux éleveurs d'aller vers plus de bien-être, des nouvelles pratiques, des nouveaux modes de logement, ça impacte pas que le bien-être des animaux, ça impacte plein de dimensions de l'élevage. Et donc, en fait, nous, on a cherché à construire un outil multicritère pour éclairer les choix, pour que les éleveurs, en toute connaissance de cause, sachent en fait vers quoi ils vont quand ils font un choix en termes de logement ou de pratiques bien-être. Donc, je vous expliquerai ça également tout à l'heure. Merci Valérie. Pour continuer, je passe la parole à Amélie. Bonjour à tous. Donc, je suis Amélie Juanchic, je suis chef de projet R&D donc, au sein du Centre mondial de l'innovation du groupe Roulier. Et donc ce centre de recherche en fait, permet de faire la R&D des différentes filiales du groupe, dont fait partie donc Phosphea, qui est leader européen en termes de solutions minérales, on va dire autour du phosphore et du calcium. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter un produit donc, qui intègre le bien-être animal dans le procédé en fait, d'innovation de nouveaux produits, et notamment puisque la nutrition en fait, peut être un volet d'amélioration du bien-être animal, puisque un des piliers du bien-être animal, c'est effectivement que l'animal ait donc accès à de l'eau fraîche et à une alimentation qui répond à ses besoins. Et donc, en fonction de la forme et de du coup, la composition de l'aliment, on va pouvoir justement répondre à des enjeux de bien-être. Et je vais vous proposer une solution, vous présenter justement une solution qui répond sur une problématique majeure en élevage porcin que sont les diarrhées. Merci Amélie. Et Quentin, pour finir, tour de table. Bonjour à tous, merci d'être là. Moi, je suis président de la société iHerd, qui est une société qui fait du monitoring de vaches laitières. Alors, c'est du monitoring qui se fait grâce à de la vidéo. On met de la vidéo au plafond des élevages et on est capable de savoir ce que font les vaches, qui elles sont et où elles sont, et les comportements qu'elles expriment pour détecter les différents événements zootechniques ou les différentes pathologies qui ont un impact sur la productivité des élevages, mais aussi sur le bien-être des animaux et le bien-être des éleveurs. Ok. Merci Quentin. Merci à toutes et à tous pour ce premier tour de table et cette première présentation. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on rentre un peu plus dans le vif du sujet. Alors on va voir si notre ordre a été conservé. Et non. Donc on va commencer par Xavier, qui va commencer par nous présenter sa solution de monitoring sonore à la disposition des élevages. Alors on avait prévu un petit retour, mais ça ne fonctionne pas. C'est pas grave. Donc on va faire ça. Merci. Tiens, j'ai les diapos aussi. Non, si mais c'est plus simple pour toi. Du coup, je peux passer. Voilà, donc parler de monitoring sonore. Donc là, Quentin a parlé de monitoring. L'idée, en fait, de cette technologie, c'est de pouvoir finalement surveiller l'ambiance sonore d'un bâtiment, mais aussi de surveiller en fait potentiellement les vocalisations des animaux qui peuvent refléter justement des symptômes de bien-être ou de mal-être. Et donc ça, en utilisant en fait du matériel qui va être installé dans les élevages, donc positionner en fait des micros à des endroits stratégiques du bâtiment, et après avoir un boîtier qui va recevoir tous ces sons et les analyser pour remonter des événements. Donc là, l'idée, c'est de remonter finalement un événement sonore. Comment on remonte un événement d'ambiance? Donc à telle heure minute seconde, il se faisait telle température. À telle heure minute seconde, j'ai eu une toux, un sniff, un compresseur qui était démarré. Et donc cette mécanique-là est possible grâce à l'entraînement d'algorithmes qui utilisent de l'intelligence artificielle
pour pouvoir justement entraîner ces modèles à reconnaître certains sons. Donc c'est ce qui rend en fait la technologie on va dire multi-cas d'usage, ça va être la capacité justement de pouvoir entraîner des modèles sur la sélection et l'identification d'un certain nombre de sons. Et ce qui va finalement remonter du coup sur le système centralisé, ce ne sont pas les données brutes, ce n'est pas le son en tant que tel, c'est un événement. C'est un événement raw daté, donc justement à telle heure minute seconde, j'ai eu tel son. Et donc, on a voulu avoir une approche qu'on appelle Edge Computing. L'idée, c'est de pouvoir déléguer en fait l'intelligence dans le boîtier pour que justement, ça permette de sécuriser le transport de l'information. C'est que remonter aussi bien de la vidéo que du son à l'extérieur, ça peut poser des questions de sécurité sur les données. Et donc, du coup, l'idée, c'est qu'on puisse remonter ces événements-là qui vont venir compléter finalement d'autres informations et pouvoir être croisés avec des informations d'ambiance ou des informations de vidéo pour pouvoir faire de l'alerting ou envoyer calculer des indicateurs. Donc on a commencé à travailler sur le sujet du coup en 2019 et donc plutôt sur la partie détection d'événements significatifs qui ont été pré-identifiés par les acteurs avec lesquels on travaille, qui ont des experts métiers. Et donc on leur demande finalement d'annoter des bandes sonores pour nous fournir finalement des répertoires de sons qui correspondent à des événements de type tout, sniff, piaillement ou autre. Et cette année, on a travaillé en fait sur un petit poil à gratter qui faisait que la techno avait du mal à se déployer. C'est justement le temps d'annotation qu'on peut avoir sur ces bandes sonores qu'il faut labelliser, comme on peut le faire avec de la vidéo. Et donc on a présenté au SPACE donc une brique, donc une solution en fait qu'on appelait Earwise, dans laquelle on va trouver plusieurs briques. Donc la brique d'écoute active là, qui va être déployée dans un boîtier pour remonter des événements. Une brique finalement qui va aider à la notation. Donc en fait c'est un système qui va faire ce qu'on appelle du clustering en IA, donc il va regrouper de manière intelligente des sons qu'il trouve similaires. Et là derrière finalement les experts métiers, les vétos ou les techniciens vont pouvoir qualifier ces bandes sonores et du coup labelliser plus facilement en fait les volumes de données nécessaires à l'entraînement des modèles. Et en complément de ça, on a rajouté aussi des fonctionnalités pour faire de la surveillance non supervisée, c'est-à-dire aussi de surveiller l'ambiance générale du bâtiment pour détecter des sorties de route sans forcément savoir ce qui se passe. Donc il y a en plus de ça 2 briques complémentaires. L'idée que cette solution puisse intégrer évidemment en spécifique dans un SI, et donc on va aussi avoir une brique de visualisation des données et des indicateurs avec de l'alerting, et aussi une brique qui va permettre de transférer ces données, faire du partage de données vers un système externe, un OAD, pour faire remplir automatiquement de l'information. Merci Xavier. Une dernière petite question. Est-ce que ce système s'adapte à toutes les espèces ? Du coup, en fait, comme je l'ai dit, en fait, il est agnostique en fait, des cas d'usage. Donc, en fait, à partir du moment où on a des experts qui savent qualifier des sons et fournir des jeux de données suffisamment complets, on peut entraîner des modèles à faire de la qualification, à remonter des événements sonores, alors en santé animale, mais aussi, du coup, ça s'applique sur de la surveillance de bâtiments. On peut surveiller, par exemple, qu'une bande d'alimentation fonctionne bien. Donc, on peut surveiller de l'activité matérielle, donc des compresseurs, des bandes d'alimentation, mais on peut aussi surveiller des dysfonctionnements, des roulements qui sifflent, des bruits anormaux pour faire de l'alerting, par exemple. Merci Xavier pour cette présentation. On va changer de sujet. Je vais à présent passer la parole à Yann. Donc, il va nous parler de volaille. Alors, la zapette pour Yann. Voilà, merci. Donc, c'est à toi. Là, il y a tous les slides. Oui, il y a tous les slides, voilà. Et donc, il va nous expliquer en quoi le sexage dans l'œuf permet de répondre à une problématique sociétale dans la filière. Tout à fait. Dans notre domaine d'activité production de canards, on a une problématique qui est similaire à celle de la pondeuse, où on faisait naître en pondeuse jusqu'à janvier de cette année les poules qui sont destinées à faire des œufs et les coqs aussi.
Et depuis janvier 2023, il est interdit de faire naître les coques et par une solution de sexage dans l'œuf et une élimination des embryons à un âge jeune d'incubation, et de façon à ne faire naître que les animaux qui vont être utilisés commercialement. En activité de production de canards, que ce soit canard maigre Barbarie ou canard gras Mulard, nous avons des problématiques similaires puisque nous utilisons principalement les sexes mâles de ces productions, le mâle Mulard pour faire le foie gras et le mâle Barbarie majoritairement aussi pour faire les filets de Barbarie, et très peu de femelles utilisées. Donc nous n'avons pas une réglementation à ce jour en activité canard qui nous interdise de faire naître des animaux qu'on ne commercialise pas. Ce n'est pas comme en pondeuse où nous sommes sur une réglementation, mais ces réglementations, en tous les cas, ces souhaits de répondre à une problématique bien-être animal se posent de la même façon. Donc nous avons mis au point une solution de sexage dans l'œuf à âge jeune d'incubation, puisque nous pouvons déterminer le sexe de l'animal dès le 10e jour d'incubation par des technologies donc de spectrométrie qui nous permettent de lire l'œil du caneton, enfin du futur caneton, de l'embryon dans l'œuf. S'il est noir, c'est un mâle, l'œil, je veux dire. Si l'œil est rouge et qu'il ne se voit pas par caméra, on sait que c'est une femelle. Et ça nous permet de faire ce tri par des solutions d'intelligence artificielle et d'identifier, de trier les œufs au moment de ces 10 jours d'incubation selon les sexes et de ne pas garder ceux qu'on ne souhaite pas faire éclore. Cette solution est mise en œuvre au niveau industriel chez nous. Et elle va être mise en commercialisation au tout début de l'année 2024. Nous sommes sur des accords, à finaliser des accords interprofessionnels pour cette mise en marché et répondre notamment sur la filière Mulard à cette problématique bien-être animal de ne faire éclore que des animaux qui vont être utilisés. Donc voilà, on le fait sur les espèces Barbarie et Mulard. Et puis voilà la machine en quoi. Donc c'est une photo de l'outil. On y reviendra, je crois, avec pas mal d'innovations qui sont intégrées dans cet outil qui vont nous permettre de traiter environ 15 000 œufs à l'heure sexés. Et sachant qu'on en a entre 50 et 100 000 à traiter par jour. Donc c'est la cadence qu'il nous faut et sur un espace assez compact et très automatisé. Donc on voit qu'il y a un investissement important, on y reviendra après. Mais quelles sont les attentes du public vis-à-vis de cette problématique? Vous avez été sollicité, vous, groupe Grimaud, sur ça par le public? Tout à fait. Comme je le disais, de la même façon que sur la poule pondeuse, c'est une attente sociétale forte qui est rappelée très très souvent au niveau de l'Europe dans les textes, de ne plus faire naître des animaux qu'on ne commercialise pas. Et dans le cas spécifique de la filière canard gras, Mulard, pour faire le foie gras, l'interprofession nous a passé la commande à nous, à couveurs, sélectionneurs, de trouver une solution pour ne plus faire naître ces femelles qu'on n'utilise pas. Donc c'est vraiment une commande de notre interprofession et qui a été travaillée par nous-mêmes et différents accouveurs. Merci Yann. Donc on va changer d'espèce, on va revenir sur le porc avec l'intervention de Valérie et la présentation, alors non pas d'une innovation, je dirais, technologique, mais d'une innovation au travers d'un OAD pour accompagner les éleveurs de porcs. Oui, tout à fait. Comme je le disais tout à l'heure, en fait, les éleveurs sont très sollicités par la société, par les distributeurs, par des cahiers des charges pour développer des solutions, des outils vers plus de bien-être animal. Mais dès qu'on va en fait demander à un éleveur de faire un choix de système, derrière, en fait, ça entraîne plein de conséquences sur les autres dimensions de l'élevage. Et nous, au niveau de l'IFIP, en fait, on est un peu expert métier dans tout ce qui entoure la production porcine. Et donc, on s'est dit que c'était intéressant de développer ce genre d'OAD pour prendre en compte en fait, ces différentes dimensions. Donc, par exemple, si on change de système, si on va vers de la paille, de l'accès extérieur, on va pouvoir avoir des conséquences sur la santé des animaux, qui peuvent être bénéfiques, mais qui peuvent être en fait, délétères pour les animaux. On peut regarder aussi l'impact économique. Christine Roguel le disait ce matin, passer en fait à des normes plus élevées, en termes de bien-être, c'est plusieurs milliards à l'échelle de la filière française. Donc il y a l'investissement, il y a aussi le coût de fonctionnement.
passer avec des systèmes donc, qui vont être plus gourmands en travail. Je reviens à la paille par exemple, c'est du travail, c'est de la ressource, donc il faut chiffrer tout ça. Et ces nouveaux systèmes de bien-être peuvent aussi avoir des impacts sur les résultats des élevages. Soit en produisant mieux, plus. On peut avoir une amélioration de l'efficacité alimentaire. Je prends l'exemple du Malantier, par exemple. Mais si, par exemple, on fait un choix de maternité liberté, là, on a un risque, en fait, de mortalité supérieure sur les porcelets. Donc, on a un impact aussi économique. Donc, c'est important de pouvoir l'évaluer pour avoir une idée, en fait, de l'évolution du revenu de l'éleveur. Donc, autre point aussi auquel il faut faire attention, c'est l'environnement. On a des réglementations bien-être, il y a aussi des réglementations environnementales qui sont de plus en plus prégnantes, en fait, qui vont aussi monter en puissance. Et on sait très bien, on l'a dit ce matin, que bien-être et environnement, ce n'est pas nécessairement des choses qui vont dans le même sens. Donc, il faut être vigilant, en fait, sur les conséquences que vont avoir les choix. Si on amène de la paille, on a un risque de protoxyde d'azote un peu plus important. Si on augmente les surfaces par animal, on a plus de surfaces de contact en fait et plus d'émissions. On peut avoir un impact aussi sur l'ammoniac. Donc des choses comme ça qu'il faut aussi documenter. L'autre point, c'est le travail. J'ai retenu en fait du très bon exposé des étudiants ce matin qu'il y a des éleveurs en fait qui avaient voulu rentrer en caprin et puis en fait ils s'étaient rendus compte que la charge de travail elle était plus importante en fait que celle à laquelle ils s'attendaient. Et donc c'est important aussi quand on va choisir un nouveau système de bien évaluer en fait les conséquences en termes de travail, de besoins en ergonomie, mais également aussi en termes de satisfaction en fait des éleveurs au travail, d'attractivité. Ça peut être aussi un point positif. Et le dernier point en fait auquel on s'intéresse, c'est le bien-être animal parce que on a des pratiques qui vont améliorer le bien-être. Est-ce qu'elles vont l'améliorer un petit peu, beaucoup? C'est aussi à évaluer, c'est aussi ce qui va pouvoir rentrer en fait dans la réflexion en fait des gens qui vont choisir des systèmes. Donc aussi bien des éleveurs, mais d'autres personnes à l'origine de cahiers des charges par exemple. Et donc pour cela en fait on a développé un outil. Alors je me retourne parce que je vois pas ce qu'il y a sur la diapositive, ce qui est un peu gênant. Donc en fait cet outil a donc pour enjeu en fait d'évaluer l'impact de pratiques favorables ou de modes de logement favorables en termes de bien-être animal, donc au travers de ces 5 dimensions. Et dans un premier temps, en fait, on va s'intéresser à 10 pratiques ou 10 systèmes de logement qui sont favorables au bien-être des animaux, donc en les évaluant en fait sur toutes ces dimensions, donc à la fois par des évaluations quantitatives, quand on a les moyens de le faire. On a des données notamment sur l'environnement, on sait différents types d'émissions et importance des émissions, par exemple, sur différents systèmes de logement. On a d'autres dimensions sur lesquelles on va avoir une approche plutôt qualitative, parce que ce sont des systèmes qui n'existent pas forcément actuellement, donc il faut qu'on essaie d'évaluer en fait l'impact potentiel sur les animaux. Et donc c'est un outil en fait qui est construit par les instituts techniques. Il est décliné donc en porc, donc là c'est multiport, mais il est décliné également en volaille et en bovin. Et on est accompagné en fait sur ce travail par le LIT Ouest Territoire d'élevage. Donc cet outil est en cours de réalisation, donc il devrait sortir en fin 2024 et il sera mis à disposition à ce moment-là. Et justement mis à disposition des éleveurs, des conseillers, des techniciens, de l'ensemble de la filière? Oui, alors nous, en fait, on a une particularité, c'est qu'on ne vend pas grand-chose en fait, dans les instituts techniques. Et donc, en fait, cet outil sera disponible sur le site de l'IFIP en accès libre pour que les gens puissent simuler en fait, les différentes situations. Merci Valérie. On va rester également dans le porc. Par contre, on va parler nutrition des porcs. Et Amélie va nous expliquer en quoi la solution proposée par son groupe interfère sur le bien-être animal. Tout à fait. Donc le but premier de Phosphea, c'est de produire quand même des solutions qui améliorent l'efficacité alimentaire. Mais actuellement, en fait, le bien-être animal, il est pris en compte finalement très tôt dans les process d'innovation. Et donc, bien que ça ne soit pas un objectif premier finalement pour Phosphea, c'est quand même un pilier important de l'innovation en nutrition animale. Et donc, je vais vous présenter finalement un produit qui est l'humophosphate de calcium, qui a été donc est le produit en fait d'un long processus d'innovation qui a eu lieu au sein du Centre mondial de l'innovation du groupe Roulier, parce qu'il y a 6 ans de recherche derrière cette nouvelle molécule qui a été mise sur le marché.
Et donc, il apporte une source de phosphore couplée à, une nouvelle molécule couplée à des substances humiques. Et donc, il y a eu un certain nombre d'essais qui ont été réalisés, et là je vais en mettre 2 en avant, qui vont vous montrer finalement l'intérêt d'une solution nutritionnelle aussi pour améliorer le bien-être animal. Donc ce sont des essais qui ont eu lieu sur 2 phases de production chez le porc, donc en post-sevrage et en engraissement, où on a comparé finalement le produit, donc l'humophosphate de calcium, qui a été incorporé en plus à un taux plus bas de phosphore que habituellement. Donc il y a moins 15% d'incorporation par rapport à un phosphate classique qui est le MCP. Et donc il y a différents paramètres en fait qui ont été suivis, donc des paramètres de performance et aussi des paramètres plus liés au bien-être animal et notamment le suivi des diarrhées comme je vous en parlais lors du teasing. En le résumé un peu rapide, ce qu'on peut voir, c'est que cette solution nutritionnelle, en fait, elle améliore les performances, que ce soit en post-sevrage ou en engraissement, avec un poids final des animaux, des gains moyens quotidiens qui sont améliorés par rapport à la solution classique, et aussi en engraissement, une amélioration de l'efficacité alimentaire par la baisse du FCR. Qui est le reflet direct en fait, de la conversion entre l'apport alimentaire et le produit. Donc l'humophosphate de calcium finalement apporte du phosphore qui est plus biodisponible, c'est ce qui avait été montré aussi in vitro au sein du centre de recherche, et donc favorise les performances de croissance chez le porc. Notamment, il y a des procès, le process, le mode d'action commence à être documenté, notamment en jouant sur des facteurs antinutritionnels. Et ce qui est très intéressant, c'est que à la suite du coup des essais qui ont donc montré une amélioration des performances, en fait, il y a eu un certain nombre d'observations qui ont été faites sur une amélioration du bien-être. Donc, en post-sevrage, ce qu'on peut voir, c'est que le produit diminue de 2% la mortalité des porcelets pour l'amener en dessous de 1% de mortalité dans cet élevage. Et aussi, on a une baisse très importante de la diarrhée chez les porcs en engraissement, notamment. Là, c'est une observation. Cette mesure a été faite lors des transitions alimentaires, qui sont vraiment des phases critiques en fait en élevage porcin, où on voit l'apparition d'un certain nombre de pathologies digestives. Et donc là, on a une baisse de 80% des diarrhées. Donc ce qu'on peut voir, c'est que grâce en fait, au soutien de la fonction intestinale par cette nouvelle molécule qui a été développée par Phosphea, on a finalement une amélioration de la fonction globale digestive. Et on arrive du coup à avoir de façon quantitative une amélioration finalement du bien-être animal et donc du bien-être des porcs, et ça montre bien que la nutrition est un vrai levier à investiguer et à mettre en avant sur les voies d'amélioration du bien-être animal en élevage. Merci Amélie. Donc on reviendra aussi par quelques questions sur le sujet tout à l'heure. Et pour terminer les présentations des 5 innovations de l'après-midi, on va passer la parole à Quentin qui va nous expliquer en quoi sa solution de monitoring vidéo permet de contribuer à améliorer le bien-être animal. Merci Stéphane. Alors, du coup, d'abord, parler de l'importance du monitoring dans l'élevage laitier. Il y a un vrai manque et un vrai besoin de suivre les animaux, ne serait-ce que parce qu'il y a de plus en plus d'animaux dans les troupeaux, de moins en moins de personnes et de moins en moins de compétences qui sont disponibles par animal pour pouvoir détecter un ensemble d'événements zootechniques et de pathologies qui ont des gains de production. J'ai mis là ici en exemple l'importance de détecter le bon moment pour inséminer une vache. Alors c'est peut-être pas forcément le meilleur exemple pour le bien-être animal parce que ça n'implique pas de souffrance particulière, mais ça exprime déjà le côté économique et l'intérêt économique du monitoring, où on voit bien qu'un veau puis une génisse coûte de l'argent et on commence à gagner de l'argent car absolument il y a une production laitière. Si jamais on détecte mal le moment pour inséminer, pas de veau, pas de lait, pas d'argent à la fin pour l'éleveur, donc ça a un impact qui est fort. Évidemment, c'est pas forcément le meilleur exemple pour le bien-être animal, mais il y a un ensemble d'événements zootechniques et de pathologies qui, pour le coup, ont
un impact très fort sur le bien-être. Je pense en particulier à des pathologies de la locomotion. C'est des animaux très lourds, sur des membres assez étroits. Et donc dès qu'il y a des soucis au niveau du pied, au niveau du membre, tout de suite ça génère de la souffrance. Alors quand on connaît la définition du bien-être, parce que c'est intéressant aussi de se pencher sur cette définition, la douleur fait partie, ou l'absence de douleur fait partie des éléments essentiels et des piliers essentiels du bien-être animal. Il y a aussi l'expression de comportements naturels, de besoins, l'absence de stress, et tout ça sont des éléments qui peuvent aussi être monitorés en sachant ce que font les animaux. Et c'est là l'enjeu de la solution iHeard et l'intérêt de la technologie de la vision par ordinateur, parce qu'on a une approche qui du coup est assez holistique. On est capable, en mettant des caméras dans les étables, on met une caméra tous les 15 mètres en moyenne, et on est en mesure de suivre les animaux, de les reconnaître individuellement et de savoir ce qu'elles font dans la journée et quels sont les différents comportements qu'elles expriment. On est capable du coup de savoir quand est-ce qu'une vache est en train de manger, quand est-ce qu'une vache est en train de boire, quand est-ce qu'une vache s'intéresse à une autre vache, couchée, debout. Et donc du coup, l'analyse de ces courbes, de ces séries temporelles, nous permettent de déterminer avec précision quand est-ce que quelque chose sort de l'ordinaire ou pose problème. Donc c'est des algorithmes d'intelligence artificielle. Et ensuite, c'est l'analyse de séries temporelles qui nous conduisent à des alertes, mais aussi des statistiques qui peuvent être utilisées par des systèmes tiers ou qui peuvent être aussi exploitées par des experts. Et donc, du coup, on est capable de faire une partie des analyses pour du management quotidien, de l'alerte au quotidien, du style « attention, cette vache nécessite d'être inséminée », mais aussi qui peuvent être utilisées pour piloter des robots, piloter des portes de tri, apporter du conseil, apporter ce genre de choses. Donc là, c'est la capture d'écran, parce qu'évidemment, il faut que ça soit un peu visuel pour se rendre compte de ce que peut être une solution comme iHeard, mais vraiment, c'est cette idée de on reconnaît les vaches grâce à leurs tâches, il n'y a aucun appareil sur les vaches, on les suit en permanence, on sait ce qu'elles font et on est capable de dire au bon moment et de donner à l'éleveur et à ses intervenants les informations nécessaires pour améliorer la conduite de l'élevage, améliorer le bien-être animal, la productivité et aussi le bien-être de l'éleveur. Merci, merci Quentin. Donc on aura aussi l'occasion de te reposer 2-3 questions. Donc on voit bien qu'au travers de ces 5 innovations présentées par nos intervenants, l'investissement non négligeable de la filière pour améliorer, je dirais, le bien-être animal et le bien-être en général dans les élevages. Hein. C'est des développements R&D qui sont pas neutres. Et on voit que toutes les voies, aussi bien technologiques qu'un outil ou que la nutrition peuvent apporter à la gestion du bien-être animal. Et donc je vais revenir tout de suite vers Amélie. Du coup, Amélie, comment envisagez-vous la suite pour le développement de votre innovation? Vous nous avez parlé beaucoup de porc. Peut-être qu'il y a des idées sur d'autres espèces? Alors c'est un produit qui a été lancé l'année dernière en volaille. Et finalement, le porc, c'est vraiment le tout début. Donc on est encore sur des phases d'essai, justement, où on en apprend un peu tous les jours sur le produit et les bienfaits de ce produit. Donc l'idée, de toute façon, c'est d'aller plus loin, c'est de confronter les résultats déjà qu'on a acquis sur, du coup, notamment les phénomènes de diarrhée, sur aussi d'autres phases de production. Et puis aussi essayer de mieux comprendre finalement comment fonctionne le produit sur cette thématique-là. Et l'idée aussi, c'est de toute façon d'intégrer le bien-être animal finalement assez tôt dans le processus d'innovation et aussi de l'intégrer finalement au sein du centre de recherche, et donc du coup de se poser les questions justement sur le développement de nouveaux produits. Sur justement comment est-ce qu'on peut mesurer l'impact d'un produit en bien-être animal dans un système in vitro, avant de passer aussi sur des modèles in vivo. Et donc ça passe notamment par, on ne pourra pas tout mesurer évidemment in vitro, hein, du comportement, des choses comme ça, c'est difficile dans des tubes. Mais par contre, il y a tout un tas de marqueurs qu'on peut mettre en place, notamment sur des paramètres de santé digestive, d'amélioration globale de fonctionnalité digestive, où finalement on est en train de faire des gros travaux de recherche actuellement là-dessus pour avoir des sets de marqueurs qu'on puisse justement investiguer et pouvoir proposer assez en amont finalement des solutions qui vont être dans le but premier recherché autour de l'efficacité alimentaire, mais qui intègre finalement très tôt le bien-être animal dans nos solutions nutritionnelles. Merci Amélie.
On voit aussi que, et ce qu'on se disait ce matin, que le bien-être animal, c'est un temps long, donc ça met du temps à communiquer vers le grand public, vers le consommateur, mais on voit aussi au travers des innovations qui nous sont présentées cet après-midi, les longs temps de R&D que cela doit être. Et donc du coup, je me retourne tout de suite vers Yann. Est-ce que tu peux nous dire combien de temps ça vous a pris de développer ce nouveau système? Quel investissement ça vous a fait engager? En termes de R&D, les premières idées travaillées à l'œil, à la mano, je dirais, c'était en 2013-2014. On est parti sur un mode projet cadré à partir de 2015 pour finalement trouver la solution de lecture en 2020, d'une solution fiable et précise. Donc c'est 5 ans de R&D et puis suite à ça, il y a eu la mise en œuvre industrielle, la solution industrielle à développer qui désormais est en place chez nous, mais encore en réglage. Donc on va dire c'est 3-4 ans derrière de solutions industrielles développées, quoi. Et en termes de coûts, sinon c'est un projet qui va monter à l'ordre d'environ 15 millions d'euros d'investissement sur une R&D dédiée à un nouveau projet complet. C'est pas notre R&D habituel de sélection génétique qui se poursuit aussi à côté. Sur un chiffre d'affaires annuel de l'entreprise de l'ordre de 50-60 millions d'euros. Donc c'est très important comme investissement, bien évidemment. Voilà. Merci Yann. Et du coup, je vais poser la même question à Quentin, parce qu'on est aussi sur énormément de technologies. Donc de votre côté, c'est combien de temps de R&D, votre solution, et quel investissement? Alors, nous, on a eu la chance de bénéficier en fait d'un départ, d'un saut technologique qui a été fait par un transfert de technologie entre un autre marché qui est celui de la vidéosurveillance. C'est une solution qui avait été développée à l'origine en collaboration entre Thales et le CEA pour des applications de sécurité. Donc c'est ce qui est utilisé aujourd'hui aux frontières, par l'armée, aussi par quelques collectivités. Et on a fait en fait un transfert technologique. À partir de ce transfert technologique et de cette licence, nous, il y a encore derrière 3 ans de R&D pour le porter sur le marché animal et pour pouvoir avoir toutes les spécificités, notamment métier, de la détection de pathologies, ce genre de choses. En termes de coûts de développement, aujourd'hui, on a eu à peu près 1,5 million d'investis dans la technologie. Voilà, ouais, c'est à peu près tout pour le volet technique. Merci Quentin. Et du coup, je me retourne aussi vers Xavier avec la même question, parce qu'on est aussi sur de la nouvelle technologie. Et de votre côté, Xavier, le temps de R&D, de développement? En fait, du coup, il y a 2 aspects qui rentrent en compte. C'est-à-dire qu'on a commencé à travailler sur le sujet en 2019. Donc, on a développé un démonstrateur sur une thématique de détection d'anomalies sonores en environnement porcin, sur des toux, des sniffs, etc. Et après, on a eu un temps on va dire de communication, parce que finalement, une innovation, il faut la mettre en avant, communiquer, évangéliser. Donc on était extrêmement convaincus sur l'intérêt de ce canal-là. Et finalement, en 2022, il y a des planètes qui se sont alignées, parce qu'on a pu... on a été déjà, il y a un certain nombre d'articles scientifiques qui sont sortis sur le sujet et qui lui ont donné de l'intérêt, de la valeur, notamment des articles issus de l'IFIP. Et derrière, donc, du coup, on a pu engager des projets avec notamment l'IFIP. On a un projet en cours sur la codophagie, engager des discussions avec l'Institut technique l'Itavi sur du monitoring sonore en volaille. Et donc ça a donné aussi du poids, ce qui nous a permis aussi de travailler. Bon, on travaille aussi avec des entreprises privées. Et on a monté une thèse sur aussi de la valorisation de données sonores, là, un peu atypique, sur des stéthoscopes électroniques aussi, pour valoriser tout ça. Donc tout ça, ça a donné un peu ça a accéléré ça. Et ce qui nous a permis d'être beaucoup plus mature aujourd'hui, en 2023, pour pouvoir finaliser l'industrialisation, la commercialisation de cette brique. Et donc, à date, on a environ investi environ 200 jours de travail sur le sujet, quoi. D'accord, merci Xavier. Donc on voit bien l'importance des investissements, le temps que le développement de ces solutions prend pour arriver à une solution concrète et utilisable sur le terrain. Alors je voudrais poser maintenant une question à Valérie. On a beaucoup parlé de technologie.
Au travers de l'IFIP, vous proposez un outil de suivi, je dirais, ou de conseil en élevage. D'après toi, comment ces nouvelles technologies, ces nouvelles solutions numériques peuvent être complémentaires ou peuvent s'intégrer dans une solution comme l'OAD de l'IFIP? Disons que dans un OAD qu'on développe comme ça, je dis, on évalue en fait a priori l'impact par exemple sur le bien-être des animaux. Donc on réunit des experts et en fait on se dit entre nous dans quelle mesure ça va améliorer. Et on voit bien qu'on a des divergences entre les personnes qui sont là sur est-ce que ça améliore beaucoup ou pas beaucoup. Parce que derrière tout ça en fait, on met en avant des systèmes d'élevage et on sait bien que le bien-être animal, c'est pas une question de système, c'est une question en fait de mesure sur les animaux, de résultats sur l'animal. Donc c'est pas parce qu'on a en fait investi dans un outil qui est pro-bien-être que systématiquement ça va se traduire sur les animaux. Et donc c'est là en fait qu'on a besoin en fait derrière la mise en place de ces outils, enfin de ces nouvelles pratiques, de ces nouveaux modes de logement, de systèmes d'évaluation pour suivre, pour monitorer le bien-être des animaux. Alors il existe des outils d'évaluation du bien-être, je dirais one shot avec des visites d'élevage, mais on peut pas tout voir en fait à travers ça. Et là en fait les solutions qui peuvent être développées aussi bien via de la vidéo, via du son, ça permet en fait un suivi en continu de ce qui se passe dans l'élevage, parce qu'on n'est pas toujours là, l'éleveur il n'est pas toujours là, et ça nous permet en fait d'enrichir en fait le diagnostic, et c'est des solutions qui sont intéressantes à creuser dans ce sens-là, quoi. Merci Valérie. Donc on a vu des investissements importants. Maintenant je vais me retourner vers Yann avec une question. Comment vous évaluez demain le retour sur investissement d'une telle solution? Alors je dirais aussi bien en euros, mais aussi retour sur investissement pour le confort peut-être des acteurs de la filière, des éleveurs, des salariés. Comment vous le maîtrisez ou comment vous le mesurez? Sur la partie éleveur, qui est une des questions, ça ne va pas avoir de modification pour les éleveurs, si ce n'est d'un point de vue sociétal ou psychique pour eux-mêmes, savoir que les animaux qui élèvent répondent à des cahiers des charges bien-être animal. C'est un peu de fierté vis-à-vis de leur entourage, parce que tout le monde est quelquefois agressé par ces questions de bien-être animal. En ce qui concerne les salariés, c'est très important, parce que faire naître des animaux pour les détruire aussitôt, quand ils ne sont pas commercialisés, c'est pas agréable du tout. On ne fait pas ce métier de faire naître pour détruire aussitôt. Donc là, il y a un bien-être immédiat. Et ensuite, d'un côté retour sur investissement, donc nous sommes en plein accord et en négociation d'accord avec notre interprofession Canard Gras. On négocie, nous, un retour sur investissement impératif, on va dire. On est en négociation, mais c'est notre souhait sur 5 ans, puisque les technologies évoluent beaucoup, elles évoluent très vite. Nous avons un intérêt impératif d'être compétitifs sur la solution qu'on propose. Si on ne l'était pas, il faut qu'on le devienne, donc il faut poursuivre les investissements. Et puis on est sur des outils de très haute technologie qui vont vivre, enfin on n'a pas l'expérience de ces outils auparavant, donc il y aura certainement des investissements complémentaires à faire, de la maintenance et de la veille, je dirais, sur des nouvelles technologies aussi qui vont venir sur ces solutions de sexage dans l'œuf qui s'imposent de plus en plus aux espèces qui en ont besoin, quoi. Donc voilà, nous on demande un retour sur investissement assez rapide pour toutes ces bonnes raisons, je pense. Merci, merci Yann. Je poserai la même question à Quentin. Si je me mets à la place d'un éleveur, c'est quoi le retour sur investissement pour un éleveur laitier de votre système, et notamment l'intérêt pour travailler le bien-être animal? Le premier, c'est le gain de productivité sur un ensemble de problématiques. Les événements zootechniques non détectés, par exemple une chaleur non détectée, c'était la première partie. Si jamais on a des écarts, des intervalles vélage-vélage qui sont plus longs, on a des pertes de production en lait. Si on a des pathologies, que ce soit des pathologies de la locomotion, des mammites, on a des pertes en lait aussi qui sont importantes. Aussi, d'un point de vue plus général, on a des statistiques sur l'élevage et on a des éléments sur la conduite d'élevage qui ne fonctionnent pas dans un troupeau, qui, pour le coup, ont des impacts aussi qui sont extrêmement forts sur la productivité et qui, grâce à des outils de monitoring ou des outils
qui permettent de sortir des statistiques peuvent faire qu'on améliore les pratiques, qu'on améliore la conduite et qu'on améliore le bâtiment. Ça peut être de l'équipement, ça peut être des parcours. Et donc du coup, il y a un gain de productivité qui est assez important parce qu'on est... alors, la littérature scientifique le démontre, hein, entre 5 à 15% en fonction des fermes. 15% sur 100 vaches, ça représente un salaire pour un éleveur. Et le retour sur investissement, vu que nous on est à 10 fois sous nos gains, il se fait immédiatement à partir du moment où on distribue notre solution en leasing. Et donc dès le premier jour, en fait, dès que l'éleveur sait que notre solution existe, il sait qu'il perd de l'argent. Un autre élément, parce que les gains, c'est pas que de l'argent, c'est aussi en termes de bien-être. Donc c'est des questions sociétales, mais aussi c'est des gens qui bossent avec des animaux. C'est pas des outils de production totalement inanimés. Ils aiment leurs bêtes. Et avoir des bêtes qui souffrent dans son élevage, c'est une charge mentale qui est terrible. Et là, ils sont en contrôle. Ils ont le retour visuel. Ils ont des données qui disent « là, j'ai un animal qui va pas bien ». Ils peuvent en plus le voir, ils peuvent retourner dans l'historique et ils peuvent du coup le traiter de façon correcte. Donc, on parle de bien-être animal, mais du coup aussi indirectement de bien-être éleveur. Et le dernier point, parce qu'il n'est pas négligeable, un éleveur qui va bien, et on s'en rend compte quand on visite les fermes où les éleveurs sont sympas et sont en bonne santé, on voit tout de suite que les animaux sont cool. Et c'est quelque chose qui est très marquant quand on fait de la médecine vétérinaire, de la médecine de troupeau, parce qu'on visite beaucoup d'élevages. Et du coup, on sait que ça a un impact extrêmement fort sur l'éleveur, sur l'animal, et que c'est quelque chose qui est important. Donc voilà, les gains de productivité, enfin les gains ailleurs sont bien. Ouais, le ROI se mesure de plein de façons et est important. Ouais. Mais une chose importante que je retiens là tout de suite de l'intervention de Yann et de Quentin, c'est aussi utiliser des outils pour limiter ou diminuer en tout cas la charge mentale des éleveurs. Et ça semble aussi un point important dans tout ce qu'on est en train de discuter là, parce qu'il y a le bien-être animal, mais il y a aussi la bonne santé de l'éleveur et le bon ressenti de l'éleveur. Et ça, c'est aussi vraiment un point important. Je voudrais repasser maintenant la parole à Amélie. Tu nous as dit tout à l'heure que dans la confection aujourd'hui ou la réflexion sur les produits, vous preniez en compte quasi systématiquement ou systématiquement le bien-être animal. Donc concrètement, comment ça se passe? Comment vous l'intégrez quelque part dans la conception de vos produits? Donc déjà, il y a deux choses, on va dire. Il y a le cadre déjà réglementaire, où finalement, pour le développement de produits en nutrition animale, on est régi par le cadre réglementaire, ce qu'on appelle communément toute la réglementation FEED, où de toute façon, pour le développement de nouvelles molécules ou de nouveaux mélanges, on doit se conférer du coup à cette réglementation. Et donc, on doit produire un certain nombre de certificats. Il y a des études de risque qui peuvent être faites notamment dans le cas de nouvelles molécules, avec des tests d'innocuité, des tests de toxicité, puisqu'on ne peut pas donner à un animal une solution nutritionnelle qui ne serait pas sûre. Ensuite, le bien-être animal, il est aussi nécessairement pris en compte lors de la réalisation aussi d'essais qu'on peut avoir donc en station expérimentale ou en ferme commerciale, où il y aura une réflexion éthique autour du bien-être animal sur justement les résultats attendus autour de cette solution et s'assurer que du coup il n'y a pas de dégradation de ce bien-être. Et ensuite, dans la réflexion générale, finalement, comme j'ai pu le dire, le bien-être animal, il rentre en plus comme un acteur en fait, de développement de solutions d'innovation. Et donc, ça veut dire que dans le process même d'innovation, on est de plus en plus en multifactoriel, en multicritères d'évaluation de nos produits, ce qui fait que ça complexifie quand même grandement l'évaluation des produits au sens large. On n'est plus centré uniquement sur des problématiques d'efficacité alimentaire. Et donc, dès qu'on s'ouvre finalement à d'autres thématiques, le processus d'innovation est forcément un peu plus long, un peu plus coûteux aussi. Mais c'est des choses dont les différentes filiales du groupe Roulier sont prêtes à faire à une démarche, en tout cas dans ce sens-là, d'amélioration du bien-être animal. Et donc, c'est pris en compte finalement dans le processus d'innovation. Merci Amélie. Alors si on fait la synthèse de tout ce qu'on vient de voir, il y a énormément de fonds, énormément de sujets, énormément de R&D. Je vais adresser une question à Xavier. D'après toi Xavier, dans tous les projets qu'on a pu discuter cet après-midi, là on voit que c'est des projets qui
qui arrivent sur le terrain, qui aboutissent. Mais c'est quoi les principaux facteurs d'échec ou de réussite de ce type de projet ou d'approche? Vu de ma fenêtre, si on prend les projets qui intègrent de l'IA ou de la valorisation de données, justement, un des facteurs de succès, c'est justement d'être en capacité de s'assurer qu'on aura suffisamment de données pour pouvoir développer des modèles, qu'ils utilisent de l'IA ou pas, qui sont suffisamment pertinents pour répondre à des enjeux de filière. On sait que c'est un travail qui est long. C'est-à-dire que souvent, quand on est sur des productions animales, on est obligé de capter de l'information sur des lots entiers pour pouvoir les valoriser dans le temps. Donc ça c'est hyper important. Et l'expertise métier, justement, qui va te permettre d'accompagner ces labellisations, etc., c'est ça qui va faire la différence entre deux projets qu'on pourrait faire avec deux entreprises différentes sur le même sujet, quoi. Et après, il y a les aspects, effectivement, on va dire, matériels, parce que quand on fait de la captation de données sur le terrain, pour entraîner des modèles, il faut que cette captation soit faite dans une solution qui est la plus proche possible de ce que sera l'implémentation finale sur le terrain. Et donc, on insiste beaucoup dans ces projets-là sur le fait pour accompagner ces premières installations, pour s'assurer, et on se rit parce qu'on est dans le sujet avec Valérie, sur s'assurer qu'effectivement le jeu de données qu'on va capter, qu'on va enregistrer 6 mois de l'eau, on n'est pas la frustration de se rendre compte au bout de 6 mois que finalement on ne les a pas pris de la bonne façon pour pouvoir les valoriser. Donc c'est voilà un petit peu les quelques tips sur lesquels on essaye d'insister, notamment aussi sur la data, sur la partie exhaustivité, variabilité de la data. Et donc on préconise beaucoup chez nous de faire des audits data pour s'assurer que les projets démarrent bien. Merci Xavier. Merci à vous 5 pour ce tour de table ou tour d'innovation très complet. Je pense qu'on peut les applaudir une première fois. Merci à vous 5. Et il nous reste quelques minutes. On peut prendre quelques questions dans la salle. Alors, n'hésitez pas. Alors, il y a quelques... Bonjour, Christine Roguet de l'IFIP. Et en fait, ma question, donc, c'était surtout pour les captures vidéo, les captures son. C'était, ces innovations sont-elles utilisées déjà en élevage de production? Existe-t-il une taille minimale pour les rentabiliser? Et autrement dit, derrière ça, je me demandais si ces innovations ne sont-elles pas destinées à des élevages de grande taille qui sont justement au cœur de la controverse autour de l'élevage. Alors, effectivement, une solution comme iHerd a pour vocation de ne fonctionner qu'en intérieur. Donc on est sur des types d'élevage qui sont soit sans pâturage, soit avec un pâturage partiel. Donc ce sont des fermes où les animaux passent quand même la majorité de leur temps à l'intérieur. C'est le cas de la plupart des fermes laitières tout de même, ne serait-ce que parce qu'il faut amener les animaux à la traite 2 fois par jour. Donc on est sur un type d'élevage particulier avec des animaux qui sont aussi très sélectionnés. C'est-à-dire que la Holstein, son milieu naturel, c'est l'étable. Elle adore sortir quand il fait 10 degrés, qu'il y a des nuages. Dès qu'on sort de ces conditions-là et qu'on laisse les portes ouvertes, elle a tendance à revenir à l'intérieur. Et il y a des systèmes d'élevage où les portes sont ouvertes et de toute façon, les animaux passent quand même la majorité de leur temps à l'intérieur. C'est des systèmes libres où les animaux peuvent se déplacer et donc du coup, où les conditions de bien-être animal sont à optimiser et sont optimisées par les éleveurs. C'est un vrai enjeu en élevage laitier parce que le but est de produire un produit qui est dérivé, qui n'est pas simplement la croissance de l'animal, c'est du lait. Et à partir du moment où on a des stress, que ce soit de la douleur, que ce soit de l'environnement sur l'animal, on a des pertes de production qui sont très importantes. Donc les deux sont liés, on a un élevage qui est en réalité assez vertueux. Enfin, un type d'élevage qui est assez vertueux. C'est peut-être un peu moins le cas avec les monogastriques où les conditions sont plus difficiles parce que les objectifs de bien-être impactent moins la productivité. Évidemment, il y a beaucoup de marge de progression et il y a des pratiques d'élevage qui peuvent encore être amenées, qui améliorent les conditions de bien-être animal. Il y a des événements zootechniques, il y a des pathologies qui aussi impactent le bien-être animal. Mais le procès
taille de l'élevage versus bien-être animal, même s'il y a une controverse, est pas forcément juste, et il faut se méfier de ces a priori, parce qu'en règle générale, les très gros élevages qui contiennent énormément d'animaux ont des pratiques qui sont très optimisées, et on se retrouve avec des conditions de bien-être animal qui, de façon assez contre-intuitive, sont plutôt bonnes. Pour compléter sur le son, après sur le son, on peut avoir des solutions qui sont un peu à géométrie variable en fonction du niveau de monitoring qu'on va avoir dans le bâtiment. Soit je veux faire évidemment du monitoring global du bâtiment, soit je veux surveiller certaines zones. Sur les sujets de bien-être, par exemple des nurseries, on sait qu'aujourd'hui, il y a des phénomènes, des sonorisations liées aux maladies respiratoires qui peuvent arriver plutôt la nuit que le jour, etc. Donc on va, dans certains cas, plutôt focaliser sur ces zones un peu stratégiques qu'on veut surveiller sur des moments spécifiques aussi de l'élevage. Et après, concernant en fait, les coûts d'installation, on voit déjà que d'une part, il y a quand même pas mal d'agriculteurs maintenant qui installent en fait, des caméras du marché. On n'est pas forcément sur du matériel extrêmement spécifique, donc c'est des choses qu'on peut acheter. Et c'est vrai aussi pour les micros. Et le fait de ne pas avoir besoin d'une grande connectivité pour faire de la valorisation technique et faire de l'alerting sur des thématiques de santé animale, voilà, ça ne va pas demander un investissement très très fort, en tout cas sur cet aspect-là. Donc en fait, c'est aussi l'ambition en fait, liée aux entreprises qui vont mettre en œuvre ces canaux-là pour compléter les leurs, de dire qu'est-ce que je veux surveiller, tout ou pas, ou une partie, en fonction des objectifs stratégiques du projet. Merci à nos contributeurs pour cette table ronde. Je vous invite à reprendre vos places dans l'Assemblée, à nos côtés. Merci beaucoup pour ces éclairages.